nouvelles technologies, mondialisation, on pense à Amazon tout de suite. Aujourd'hui, il faut penser monde et on fait le reproche aux Français de ne pas penser monde du tout et de faire comme si et de penser comme s'ils étaient seuls au monde. C'est pour moi. Olivier ou alors Denis. Vas-y Olivier, il y a longtemps Je que tu commence. pas parlé. Après Denis aura des trucs beaucoup plus intelligents à dire, mais pour commencer, il faut qu'on se rende compte de l'extraordinaire. On parle de mondialisation, c'est devenu un peu banal comme mot, mais il faut se rendre compte de l'extraordinaire réduction, on pourrait dire, de la taille subjective du monde. À la Révolution française, quand on a fait les départements, souvenez-vous, on a mis les chefs-lieux pour qu'on puisse, de n'importe quel endroit dans le département, les rejoindre en un jour de cheval. Souvenons-nous. Quand on voulait aller au XVIIIe siècle à Pondichéry, en Inde, c'était 1 an pour aller, 1 an pour revenir, si on revenait. Ce qui était un peu compliqué. Aujourd'hui, et à l'époque encore, au XVIIIe siècle, Paris-Marseille, 15 jours. 15 jours de déplacement. Quand Louis XIV est allé se marier, évidemment avant, lui au XVIIe, quand il allait se marier, il a mis environ 2 mois pour aller du côté. J'étais pas invité au mariage. Et on n'était pas invité, mais on voit encore la porte pour arriver. C'était pas facile. On se rend pas compte de la façon dont, tout d'un coup, l'espace s'est resserré. Maintenant, évidemment, on a des containers qui sont de plus en plus gros, des porte-conteneurs qui rallient l'Asie à l'Europe. Mais surtout, on va avoir maintenant 5000 trains par an venant de Chine qui mettent 15 jours pour venir de Chine jusqu'en France. Donc ces 15 jours qui faisaient Paris-Marseille au XVIIIe siècle, aujourd'hui ce sont 15 jours pour venir de Chine. On a une accélération extraordinaire et je dirais même plus, à partir du moment où l'économie c'est devenu souvent des 0 et des 1, où beaucoup de services et de produits sont devenus des 0 et des 1, par exemple la vidéo, autrefois c'était un produit, c'était une cassette, donc il fallait la transporter physiquement. Aujourd'hui c'est des 0 et des 1, ça a été totalement numérisé, donc ça peut être envoyé sur le marché en quelques secondes, ce qui explique qu'on a une viralité d'ailleurs des consommations. Il a fallu quasiment 50 ans, je crois, au transport aérien pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Il en a fallu seulement 19 jours pour Pokémon Go. Pokémon Go, 19 jours. Voilà, pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs. Donc on a cette rapidité, cette interconnexion absolument incroyable qui fait que l'espace n'a plus du tout la même valeur. Et en même temps, c'est extrêmement paradoxal. On a cru que l'espace allait disparaître parce qu'on pouvait en permanence être en dialogue. Ça vous est peut-être arrivé avec des gens qui étaient à Los Angeles, à Pékin, comme s'ils étaient là. Évidemment, nonobstant le décalage horaire, qui est souvent problématique, vous avez l'impression qu'ils sont là, ils pourraient être dans la pièce d'à côté. Vous avez exactement le même niveau de dialogue, et parfois d'ailleurs vous dialoguez plus avec des gens qui sont à l'autre bout du monde qu'à côté. Et précisément, c'est ça l'autre paradoxe, parce que, en fait, la technologie, c'est le cimetière des évidences, le cimetière des idées préconçues, et très souvent très, très paradoxal. Ça a augmenté la valeur de l'espace, mais peut-être dans un mauvais sens. C'est-à-dire les concentrations, la nécessité d'être entre soi, la volonté d'être entre soi est de plus en plus forte. Il y a des livres extraordinaires là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle Somewheres versus Anywheres de Goodhart, qui explique, qui fait une étude sociologique en Angleterre, et il montre qu'en gros, aujourd'hui, il y a 2 sociétés en Angleterre. Vous avez les gens qui sont des anywheres, c'est-à-dire des gens qui sont en fait plus proches psychologiquement, culturellement et par leur comportement de gens qui habitent dans d'autres grandes agglomérations dans le monde. Ils sont beaucoup plus proches de gens de Los Angeles, évidemment, ou à New York ou à Paris. Et puis vous avez les somewhere, c'est-à-dire des gens qui sont souvent assez... Vous savez, autrefois, le cerf, il était attaché à sa glèbe. On ne bougeait pas de sa vie, en fait. Autrefois, c'était rare de voyager, c'était réservé à des castes en fait, assez limitées de gens, ou quand c'était vraiment votre métier. Mais finalement, vous restiez toute votre vie au même endroit. Vous avez aussi aujourd'hui des populations qui justement sont caractérisées par cette absence de mobilité, qui vont souvent de pair avec des compétences en langue qui ne sont pas exactement les mêmes. Et l'analyse sociologique montre combien vraiment la fracture aujourd'hui de la société, elle est de ce type-là. Et il y a une autre analyse qui est faite dans un autre livre qui s'appelle Coming Apart de Murray, qui fait une analyse sur la société américaine et qui montre depuis les années 60 combien vous avez dans une société qui pourtant américaine était très homogène du fait de son histoire, aujourd'hui une différence très très grande entre pour dire la société progressiste de la côte Est et de la côte Ouest, et puis grosso modo le reste des États-Unis avec des gens qui ont des pratiques qui sont complètement différentes. La civilisation, on sait, elle est née dans les villes, cette espèce d'extraordinaire foisonnement d'innovation est venue du fait qu'on était ensemble et qu'à un moment donné, la promiscuité, la proximité, ça crée cette espèce de foisonnement d'innovation.
on a l'impression que la civilisation aujourd'hui, un peu comme un trou noir qui s'effondre sur lui-même, elle est en train de mourir de ces immenses agglomérations et de cette incapacité à communiquer. Et moi, je vois dans l'opposition entre les déserts, vous savez, c'était 1960, le géographe qui avait écrit Paris, le désert français. En fait, c'est de plus en plus vrai. Vous avez des territoires que, on pourrait dire, les nouvelles technologies n'ont pas pour l'instant réussi à développer, et au contraire, des hyper-développements et des hyper-concentrations des grandes agglomérations symbolisées par l'augmentation totalement délirante du prix du mètre carré. Je veux dire qu'il faille plusieurs années d'épargne de quelqu'un qui est au SMIC, au salaire minimum, pour s'acheter un placard à Paris. Parce que c'est ça, hein, 20 000, 30 000 euros du mètre carré, ça n'a plus de raison. Ça n'est plus en lien avec le salaire de la plupart des gens. Ça prouve que vous avez cette espèce d'hyper-effet de concentration. On pensait qu'Internet allait permettre à chacun de vivre partout en permanence. Mais c'est le contraire qui se passe. Les gens n'ont jamais autant voulu être ensemble, mettre leurs enfants dans les mêmes écoles que les autres et les séparer des autres. Ce qui fait que vous avez de plus en plus des sociétés fragmentées, balkanisées, avec des groupes qui se parlent de moins en moins. Je suis désolé, on va peut-être finir par être optimiste aujourd'hui, Ouais. mais on commence, vous savez, toujours par être un peu négatif. Denis, vous êtes entrepreneur un peu globe-trotter. Est-ce que c'est vrai que les Français raisonnent un petit peu comme ils étaient seuls au monde, ou est-ce qu'on exagère? Bon, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a reconstruit ce pays en lui donnant des grandes entreprises et en le fondant sur une élite qu'on a su extraire du peuple pour en faire des gens qui... Bon, tout ça a été fait pour des raisons extrêmement légitimes. Il fallait reconstruire, on a donné un territoire à chacun. Tout ce qui est vertueux devient vicieux à force d'être caressé. Effectivement, tout ça s'est transformé en corporatisme, en huîtres qui se ferment de plus en plus. Et tant qu'il y a de l'aisance, de la croissance, tout le monde le vit plutôt bien. Quand les choses commencent à se refermer, chacune des huîtres se referme en disant charité et réforme bien ordonnée commencent, oui, mais plutôt par les autres. Bon. Donc, la conséquence de ça, il y en a plusieurs. Un, le fait qu'on ait choisi un régime très élitiste, ça ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas d'école d'élite. Tout le monde se bat aux États-Unis pour rentrer dans le top 10, plutôt à Harvard ou au MIT que d'aller dans l'université de l'Oklahoma. Mais pas au point de faire en sorte que quand vous avez fait X, mais que vous n'êtes pas X-Min, le corps des X vous rejette parce que dans l'élite de l'élite, il y a encore une élite plus élitiste et que celle-là ne doit pas parler à celle qui est juste en dessous. Donc, du coup, le français est devenu arrogant et il est perçu comme ça partout dans le monde. Le français, il se la pète, il se la raconte, il croit qu'il a tout inventé, qu'il est centre du monde. C'est 68 millions de nombrils qui pensent qu'ils sont plus forts que les 6 milliards qui restent. Bon. La deuxième chose, c'est un peu comme les enfants gâtés. Donc, moi, je suis d'un milieu très modeste, je suis un petit bled de Normandie, etc., totalement ruralisé. Mais néanmoins, j'ai été élevé comme un sale gosse. Et j'étais, d'ailleurs, je pense que je suis toujours un peu, mais néanmoins, je me suis corrigé un peu avec le temps, quand même, heureusement, maintenant. J'ai quand même près de 28 ans, donc de carrière professionnelle, pardon. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on change. Mais moi, j'ai passé 10 ans à l'étranger, y compris, d'ailleurs, principalement dans des pays émergents, puis après aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on a vu arriver le phénomène des Gilets jaunes, moi, je l'ai analysé de deux façons. Alors, comme je vais sur les plateaux télé, j'aime bien prendre la façon un peu agressive en disant « je ne comprends pas ce mouvement parce qu'on a les pauvres les plus riches d'Europe ». Et donc, je ne sais pas de quoi ils se plaignent. Bon, mais en même temps, la réalité des choses, c'est qu'ils sont un mouvement précurseur qu'on voit partout dans le monde, qui avait commencé avec le Brexit, qui a commencé ailleurs, de pays où la capitale a oublié ses territoires. Ce que vient de dire Olivier sur les États-Unis, où moi j'ai vécu longtemps, c'est que vous avez des villes côtières et le reste meurt sur pied. Mais c'est la même chose pour la France. Donc du coup, les élites se sont concentrées à Paris, pensent que Paris est le centre du monde et ont oublié les territoires. Et là, tout à coup, il y a des gens qui sont venus le leur rappeler. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, pourquoi on craint la mondialisation? On la craint quand on a une identité qui est en perte ou qui est en faiblesse. Si vous êtes fort, vous n'avez pas peur de la mondialisation. Et le problème, c'est que pour l'instant, on est du côté des faibles. Donc du coup, on a deux désavantages. Un, parce qu'on est l'élite, qu'on est tout, du coup, on s'estime insubmersible, on a des grandes entreprises, il ne peut rien nous arriver. On a un État extrêmement fort, des gens très intelligents. D'ailleurs, on est gouverné depuis 30 ans par des gens très intelligents. Ce qui m'amène à me dire que peut-être qu'on devrait donner le pouvoir à des abrutis. Ça mériterait d'être testé au moins une fois, peut-être, pour voir. Donc, du coup, ce système de prendre un président élu au hasard est peut-être pas une si mauvaise idée. Bon. Donc, on est gouverné par des gens... On a confondu intelligence et quotient intellectuel en France. C'est ça le schisme le plus important. Et la deuxième chose, quelqu'un qui est arrogant ne se remet pas en cause. Et moi, j'ai monté une boîte de e-learning que j'ai vendue il y a peu de temps. Et
à chaque fois que je rencontrais des DRH de boîtes d'ingénieurs, excusez-moi pour les ingénieurs qui sont dans la salle, elles me disent c'est un cauchemar, ils ne veulent pas apprendre. Voilà. Et donc, parce que je sais. Voilà. Donc, la réflexion du français, c'est je sais. Voilà. Donc, Gabin nous avait dit le contraire, mais on l'a oublié. Hein. Peut-être il faudrait le rappeler. Je sais que je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Donc, quand vous avez vécu au Maroc, mais même aux États-Unis pour la santé, hein, on est tellement heureux en France. Tout le monde nous envie ce système. L'éducation, Barack Obama, quand il a été élu, il dit « Je suis content, ça fait 2 ans que j'ai remboursé mon emprunt étudiant et maintenant je suis président. » Fantastique, en France c'est gratuit. Donc je pense que, en enfant gâté, on oublie ce qu'on a, et c'était le côté que je ne mettais pas dans les gilets jaunes, on est extrêmement bien aidé, extrêmement soutenu, c'est plus facile, c'est dur de dire ça, d'être pauvre en France que n'importe où ailleurs dans le monde. Bon. Et de l'autre côté, on a une arrogance telle qu'on n'est pas prêt à se remettre en cause à un moment où la remise en cause est nécessaire, non pas pour abandonner sur tous les terrains, pour inventer un autre modèle. Cynthia. Oui. Ah. Je ne sais pas si c'est vraiment des Tu l'as fait. applaudissements, on verra tout à l'heure. Ah, si, c'est des applaudissements, clairement. Oui, sur l'option, du test de l'abruti en termes de leadership, il y a un pays qui est en train de s'y... donc on va le savoir bientôt. Mais bon. Donc, c'était facile, pardonnez-moi, mais c'était tellement tentant qu'on va voir. On va voir. Bon, non, en fait, il y a un phénomène de polarisation très très fort en France, et c'est ça c'est un des points. Je prends simplement la question de la jeunesse et de l'entrée dans les études supérieures. Très clairement, vous avez un très haut système de cursus d'excellence qui véritablement n'a rien à envier à tout ce qui existe à l'international, même si il s'est internationalisé un peu plus tardivement que ses petits camarades parce que ce n'était pas la culture française. Donc on a mis du temps à internationaliser nos cursus. C'est fait. On a des doubles diplômes européens, internationaux. On signe, chaque université a entre 250 et je ne sais combien de conventions interuniversitaires. Ceux qui vont là sont tout de même plutôt protégés. Ils ont envie, ils sont capables de se mobiliser sur différents territoires, ils ont ce qu'on appelle une mobilité non contrainte, plutôt désirée, et ils ont accès, a priori, à quelque chose de capacitaire. Et puis vous avez tout le reste, et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on a en France une défaillance forte, on a du déterminisme social qui est quand même très présent, alors qui n'est pas spécifiquement français, hein. Il y a un déterminisme social qui ne dit pas son nom aux États-Unis, qui est perçu moins. Pourquoi ? Parce que le rapport à l'État, le rapport au dû n'est pas le même, le rapport à l'État-providence français n'est pas le même que le rapport à l'État-providence américain. Et vous avez en France ce que Marc Abélès appelait le fétichisme de l'État comme grand garant. Et ça a été aussi, je dirais, quelque chose de fantastique d'une certaine manière. Mais nous ne sommes plus là. On est dans un État, hélas, touché par des problèmes de solvabilité, de légitimité, même d'efficacité, etc. Donc aujourd'hui, on a ce shift à mettre en place sur des cursus d'excellence qui doivent se démultiplier, qui ne doivent pas être qu'une seule version de l'excellence. L'intelligence, ce n'est pas effectivement que le quotient logico-mathématique. L'intelligence, c'est la main, c'est le spatial, c'est la musique, c'est les arts. On le dit souvent, mais on est encore dans des approches très condescendantes sur d'autres types de compétences, alors que, sincèrement, elles sont absolument déterminantes à l'étranger. Et puis, autre grande faiblesse, je le dis, parce que c'est tellement terrible de voir la France encore dans cette histoire de protection déficitaire de la langue. Oui, il faut défendre le français. Oui, il faut que nos enfants soient bilingues. C'est bilingue au minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne comprends même pas, dans un pays qui se revendique européen, que le bilinguisme national ne soit pas obligatoire. On a une citoyenneté européenne, on devrait en finir avec ça en disant, voilà, c'est 2 langues dès le début, parce que, bien évidemment, que malgré les efforts de l'algorithme merveilleux, ça traduit de mieux en mieux grâce à l'intelligence artificielle, etc., il y a une chose qui est la base du monde, c'est le langage, c'est le partage d'une langue, et simplement ça
transformerait considérablement. Pourquoi ? Parce que ça donnerait un sentiment capacitaire à quantité d'individus qui se diraient bah, tiens, mon terrain de jeu, c'est pas simplement la France, c'est l'Europe, c'est éventuellement au-delà, etc. Puisqu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous avez un territoire de l'anglais qui est celui-là, qui va bouger d'ailleurs. Espagnol, de mandarin, etc. Et ça, vous avez une faiblesse qui fait que ce déterminisme social se renforce. Pourquoi ? Parce que qui a volé le ballon, entre guillemets, du bilinguisme ? C'est les écoles privées. Il n'y a pas une école privée digne de ce nom qui aujourd'hui ne propose pas simplement ça dans les classes de maternelle. On sait, si vous voulez, pour travailler avec les neurologues, qu'il faut faire descendre l'apprentissage des langues sur le petit âge. On le sait, le spectre auditif se bloque à partir de l'âge de 8 ans. On commence les langues à 11 ans. C'est surréaliste. Donc on le sait, il y a un état de l'art immense. On sait qu'il y a de l'épistémologie naïve, mathématique, très jeune. Donc il faut faire descendre le calcul, il faut faire descendre la lecture, il faut faire descendre l'écriture, il faut faire descendre les langues sur le petit âge. Sauf que ça, ce sont des choix de politique publique importants, parce que oui, ça coûte plus cher, mais c'est un investissement majeur demain pour créer une population capacitaire et qui sera aussi beaucoup plus à même de travailler et donc, entre guillemets, de ne pas peser sur la communauté nationale de manière plus compliquée, sans parler que vous détruisez des vies humaines, indépendamment de la logique de la dette publique ou que sais-je. Est-ce que Alors moi, je ne suis pas applaudi. Hein, ah non. Le nec plus ultra de plus en plus, c'est de produire très proche du lieu de consommation. Aujourd'hui, on affine un fromage dans Paris intramuros avec un fromage qui a été fait avec un lait produit à 30 km. Est-ce que ça n'a pas marqué un certain frein à la mondialisation, et notamment à ces échanges en avion ? Bon, là, c'est facile. Hein. Oui, vous avez quand même quelque chose qui risque, quoique, mais qui risque de signer la fin de la récréation et qui s'appelle la transition écologique, et le fait que, pour l'instant, la question du numérique vert, entre guillemets, du green tech, n'est pas réelle. Hein. Il y a la question des terres rares au loin, mais il y a la question des data centers, il y a la question de la pollution énergétique produite par la pollution numérique, etc., etc. Et que donc, oui, sans parler du fait que cette dissociation des destins, c'est-à-dire d'un côté on met le destin du consommateur, de l'autre du citoyen, de l'autre du producteur, de l'autre, je ne sais même plus, du travailleur, etc., etc. Sauf que tout ça, c'est une même personne. Et donc vous rentrez, non pas dans un conflit de loyauté, mais dans un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous devez précisément acheter au plus bas et donc détruire le système de production de qualité qui est derrière. Et bien évidemment, en tant que travailleur, vous devez au contraire acheter plus haut pour préserver les espaces, entre guillemets, encore une fois, capacitaire pour les individus. Et ça, il va falloir, à un moment donné, remettre... alors ça s'appelle circuit court, ça s'appelle économie solidaire et circulaire, ça s'appelle common, ça s'appelle reterritorialisation à un endroit, mais en revanche, ça s'appelle pas repli. Hein, ça s'appelle des logiques de traçabilité un peu responsables. Je vous donne juste un exemple qui est intéressant. Vous connaissez peut-être Veja, qui est une entreprise de basket. Quand Sébastien Kopp, son créateur, m'avait raconté il y a longtemps ce qu'il allait faire, j'étais, je dois dire, un peu perplexe. Pourquoi ? Parce que sa grande idée était de faire des baskets. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais c'est pas non plus ce qui manque sur la terre, des baskets. Et puis c'est pas comme si il n'y avait pas de grands concurrents. Nike, Puma, donc j'étais pas tout de suite sur le coup. Je me suis dit, bon, ça m'avait échappé en termes de pertinence. Or, sa pertinence, c'était de dire, non, je fais la première basket écologique de A jusqu'à Z. Et je produis la traçabilité de tous les acteurs en termes éthiques, en termes écologiques, en termes sociaux, etc. Et très rapidement,
sa basket a été vendue et aujourd'hui fait non pas comment dire, la bagarre avec Nike ou etc., mais très 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 grandement positionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un shift aujourd'hui chez le consommateur qui fait que tant qu'il n'y a pas le produit, il ne le fait pas tout seul, mais que le jour où le produit arrive, qui lui raconte une autre histoire, avec du sens, avec des normes sociales qui lui parlent, tout en étant mondialisé, eh ben, il fait ce choix-là, alors que c'est une basket qui coûte relativement plus cher, mais qui assume des standards de durabilité, etc. J'ai fait la bonne pub pour ça. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que même sur des objets, entre guillemets, qui ne sont pas du domaine de l'innovation de rupture, mais plutôt de l'innovation éthique, si j'ose dire, si on doit aller un peu de l'innovation comportementale, on a un enjeu là qui est très intéressant. Et c'est vrai que le français prend le citoyen à une prise de conscience plus rapide que le consommateur. Oui, Denis. assez clairement. En fait, Ouais. je pense, il y a deux choses. Bon, alors pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le bonheur de naître à Paris, dans cette ville extrêmement bien gérée pour ses transports, qui sont Voilà, c'est trop qui facile. sont nés comme moi au fin fond de la basse Normandie. Hein. Et ce qui est très clair, c'est que quand on regarde vraiment la façon dont on nous a vendu le truc, c'est plus on va être dans des grandes villes, il y aura tout, la richesse, le travail, des transports courts, des circuits courts, etc. Quand on commence à regarder les bilans aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, cette espèce de concentration qui devait garantir des économies d'énergie, des économies d'échelle, ne se fait pas. La deuxième chose, c'est que le plus gros taux de progression de la pauvreté dans le monde se fait dans les grandes villes. La troisième absence notable, c'est celle de la mixité sociale, parce que effectivement, quand vous avez un mètre carré maintenant à 30 000 euros dans le 6e ou dans d'autres domaines, qui dans cette salle, moi le premier, peut s'acheter les toilettes 1 mètre carré 30 000 euros? Il faut y passer du temps. Du coup, mettez beaucoup de journaux et des médias, parce que du coup, faut en profiter. Hein. Donc, c'était, je sais plus, Guitry qui disait, je vous ai lu d'une fesse distraite. Donc du coup, là, essayez de montrer un peu moins de distraction. Mais en tout cas, on nous a vendu ce mirage-là. Et pendant un moment, les grandes villes réussissaient à peu près à innerver, en gros, un territoire de 80 à 100 km autour d'elles. Sur les 10 dernières années, les grandes villes s'innervent entre elles, mais n'enrichissent plus le reste. Bon. Donc ça veut dire que tout meurt autour. Donc, alors qu'en réalité, si on regarde bien aujourd'hui les choses, et on peut revenir sur l'auto-entrepreneuriat, les indépendants, beaucoup de professions ont commencé à se dire, tiens, je suis codeur, je suis programmeur, je suis graphiste, etc. Je vais arrêter de vivre à Paris, je vais aller vivre à 100, à 150, à 200 km. Je vais vivre dans une petite ville moyenne, l'air est plus pur, les trajets sont moins compliqués, enfin, quand en tout cas on les laisse circuler. On a effectivement tout un tas d'avantages qu'on peut retrouver, et ces territoires, si on continue comme ça, ils seront vides. Donc on ne va quand même pas nous expliquer qu'à un moment donné, tout va se concentrer sur 15% du territoire et 85% va mourir sur pied. Donc c'est l'occasion de réinventer des choses fantastiques grâce aux technologies pour redonner ce pouvoir. Mais encore faut-il, c'était où, Bourg-en-Bresse, ou je ne sais plus où j'étais l'autre jour, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, je découvrais pour la première fois, de l'aéroport jusqu'à l'arrivée à Brive-la-Gaillarde, il y a eu 20 minutes sur 30 minutes de mon trajet où j'avais même pas de réseau téléphonique. Donc si vous voulez, les technologies, avant qu'elles arrivent à Brive-la-Gaillarde et que ça revitalise le territoire, il va se passer du temps. Donc, sauf que demain, avec des imprimantes 3D, sauf que demain, avec des tentatives de nouvelles communautés, sauf que demain, tout ce qu'on pourrait faire grâce aux technologies ne peut arriver que si on investit massivement, non plus dans les grandes villes, mais dans les territoires. Et quand je vois, c'est pas si longtemps, moi je me souviens après la guerre, mon grand-père livrait du charbon, quand je vois comment ils ont trimé, crevé, de me dire qu'ils sont crevés la peau pour qu'on les laisse crever aujourd'hui, c'est juste inadmissible. Bon, on est bien d'accord. Donc, les technologies, oui, mais pour tous. Et donc, ça veut dire qu'il faut maintenant réinvestir sur les territoires, parce que c'est pas juste une affaire économique, c'est une affaire humaine. Les territoires, c'est pas des choses, c'est des gens. Et donc, ça, c'est vraiment l'opportunité qu'on a, c'est on se dote d'une vision, et on dit, cette vision, c'est elle qui doit dicter les technologies. Et on doit dire à ces technologies, va me recréer de la richesse, là où il y a des humains. Et on va aussi retrouver peut-être la vertu du travail, mais un travail différent, puisqu'on parle beaucoup d'archéologie aujourd'hui ou de paléontologie. N'oublions pas, il y a quoi, 300 000 ans, on était encore des chasseurs-cueilleurs, on vivait dans des communautés de quoi, 50, 60 personnes. Ça ne veut pas dire que les gens s'aimaient, mais ils étaient complémentaires.
Et on trouve ça dans nos petites et moyennes entreprises. Pourquoi il y a autant de boîtes de 50 personnes en France? C'est pas uniquement à cause des seuils, des effets de seuil, etc. Parfois. C'est qu'on est resté encore très néandertalien dans une certaine version. C'est-à-dire, on est fait, et on s'en rappelle, pour vivre dans des communautés où on connaît les gens, où il y a une relation. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'on s'aime, ça veut dire qu'on est capable, entre gens différents, de faire quelque chose en commun. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il va falloir réinjecter ça partout avec la technologie, et ça va être, pour moi, le sens des technologies. On trouvera ce sens à partir du moment où l'humain sera le fil conducteur de l'aboutissement ultime de cette utilisation.